Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à la télévision à 17h via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage, bien sûr, chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 qui fait figure d'anomalie dans cette séance européenne avec un CAC qui surperforme largement ses pairs européens, plus de 2% de hausse pour notre indice parisien qui est tiré par la réaction de marché spectaculaire autour de la publication d'activité de LVMH. Le titre s'est envolé de 15% au plus fort de la séance, et puis le secteur des télécoms également, avec l'idée d'une consolidation du marché français qui semble en bonne voie, puisque SFR est à vendre, que Orange, Bouygues et Iliad ont fait une offre conjointe non engageante de 17 milliards qui a pour l'instant été refusée. Mais c'est intéressant de noter que les cours de bourse, l'envolée des cours de bourse de Bouygues ou d'Orange sur le marché français tiennent malgré le refus pour l'instant d'Altis France concernant la cession de l'opérateur SFR. Tout ça nous met donc un CAC un peu à part dans une tendance européenne qui est beaucoup moins puissante. Le DAX par exemple en Allemagne ne progresse pas ou quasiment pas aujourd'hui au cours de cette séance. Les indices américains, eux, sont bien orientés, avec toujours ce phénomène de publication de résultats bancaires, en l'occurrence, et Morgan Stanley ou Bank of America, qui voient là aussi des réactions de marché très positives suite à leur publication. Et puis, le discours de Jérôme Powell et la stratégie de la Réserve fédérale américaine, qui va sans doute poursuivre ses baisses de taux, en tout cas à l'occasion de son prochain meeting fin octobre. Et Jérôme Powell, hier soir, à l'occasion d'un colloque économique qui préannonçait également la fin prochaine de la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine, le fameux QT, qui avait déjà été ralenti au cours des derniers mois et qui pourrait prendre fin donc prochainement selon Jérôme Powell. Tout ça soutient donc la prise de risque, vous l'aurez compris, sur les marchés globaux. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur l'enjeu industriel de la digitalisation des processus de distribution de l'épargne en France, avec la couche d'intelligence artificielle bien sûr qui va se diffuser à travers ces métiers de la gestion de patrimoine, de la distribution ou de la gestion d'actifs. Et c'est le cofondateur d'Odonatech, Stéphane Dauté, qui était avec nous hier, que vous pourrez retrouver également dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et la France est à la une aujourd'hui pour de bonnes raisons, puisque la publication de LVMH, l'activité trimestrielle du groupe LVMH, leader mondial du luxe, est particulièrement bien reçue par les investisseurs. Oui, le groupe de luxe bondit de 15% à Paris et tire le CAC 40 qui gagne plus de 2,5% au cours de la séance, autour de 8100 points. LVMH fait état d'un retour à la croissance avec un chiffre d'affaires à plus de 18 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1% sur un an. Dans son sillage, Dior bondit de 14%, Kering et Hermès grimpent de 7%. En plus de la publication de LVMH et du secteur du luxe, il y a également l'idée que le gouvernement de Sébastien Lecornu version 2 ne sera pas censuré, en tout cas dès demain. Oui, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a proposé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. En faisant cela, il obtient l'appui du PS à l'Assemblée nationale. Peu de risque donc d'une censure demain, ni d'une dissolution à suivre. Bon, donc une non-augmentation du risque politique en France à ce stade. Et puis, je le disais, une consolidation dans le secteur des télécoms qui est désormais possible. Le secteur des télécoms, pour les groupes cotés en tout cas, qui participent largement à la surperformance du CAC aujourd'hui. Oui, Bouygues gagne 8% et Orange 4%, avec Iliad, donc Free en plus. Les trois télécoms ont surpris le marché en déposant une offre conjointe non engageante pour acheter la majorité des activités télécom d'Altis France, donc SFR, pour 17 milliards d'euros. Altis France a refusé l'offre pour l'instant.
Je le disais, le CAC 40 fait figure d'exception aujourd'hui en Europe. Qu'en est-il des autres indices européens, justement? Les indices européens évoluent avec une dynamique beaucoup plus mesurée que le CAC aujourd'hui, l'Eurostoxx 50 progressant ainsi de 0,5%. En Asie, ce matin, on note un rebond du Nikkei et du Hang Seng. Les deux indices gagnent près de 2%. Aux États-Unis, les marchés sont en hausse, soutenus par la fin prochaine de la réduction du bilan de la Fed annoncée par Jérôme Powell hier soir, ainsi que par les résultats d'entreprise. Oui, les résultats d'entreprise aux États-Unis avec la suite des publications des grandes institutions financières. Oui, commençons avec Morgan Stanley. Le bénéfice bondit pour s'établir à plus de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre en nette progression et à comparer aux 3 milliards de l'année dernière. C'est grâce à la reprise de la banque d'investissement. Publication saluée, le titre bondit de 6%. Bank of America voit son titre en belle hausse également de 4% dans les premiers échanges à Wall Street. Oui, la deuxième banque américaine fait état d'un bénéfice en hausse et au-delà des attentes au troisième trimestre. Bank of America relève également sa prévision de revenus nets d'intérêt pour le quatrième trimestre, désormais attendu en hausse de 8% par rapport à l'année dernière. Et puis retour en Europe avec ASML qui a retrouvé sa place de première capitalisation boursière en Europe, qui voit son titre s'apprécier également après la publication du groupe. Oui, ASML fait état de ventes et de commandes solides pour le troisième trimestre. Le bénéfice net de 2 milliards d'euros est stable en glissement annuel. Le groupe s'attend tout de même à un repli significatif de ses ventes en Chine en 2026, mais la publication rassure les investisseurs. Le titre est en hausse de 4% à Amsterdam. Que dire des équilibres observés sur les marchés obligataires, Pauline? Le rendement à 10 ans américain évolue autour de 4%. Le rendement français de même échéance se détend autour de 3,35%. Sur le marché des changes, l'euro se raffermit, ramenant l'euro-dollar au-dessus de 1,16. À noter, nouveau record pour l'or qui franchit les 4200 $. Demain, la microéconomie restera à l'honneur, Pauline? Oui, ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de United Airlines publiés après la clôture des marchés. Demain, les résultats de TSMC seront à la une. En France, on attend ceux de Essilor-Luxottica, Danone et Pernod Ricard au sein du CAC 40. Côté macro, on regardera la balance commerciale de la zone euro pour le mois d'août. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bing Yuan est avec nous, gérante action internationale et émergente chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Bing, bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Bienvenue également à Mathieu Barrière. Bonsoir Mathieu. Merci. Vous êtes le responsable de l'allocation d'actifs d'Odo BHF et Alexandre Ezez qui complète ce trio, expert indépendant des marchés financiers et expert de la macroéconomie également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous Alexandre. Je voulais un mot de commentaire quand même sur LVMH. Alors, la publication, toujours intéressant de s'intéresser à ces grands groupes globaux internationalisés dans le secteur de la consommation discrétionnaire, du luxe, bien sûr. Et ce qu'ils nous apprennent, moi, ce que je trouve très intéressant au-delà de ça, c'est la réaction de marché. LVMH n'est pas une petite small cap, elle est suivie par tous les analystes du monde, toutes les sociétés de gestion du monde connaissent LVMH par cœur, tous les chiffres sont publics quasiment en temps réel, ou en tout cas chaque trimestre. Pourtant, il y a une réaction de marché très violente avec un cours de bourse qui bondit de quasiment 15%. Il y a une réaction extrêmement violente parce que finalement les résultats ont quand même bien surpris et quand on regarde dans les détails, dans la plupart des divisions, hein, la maroquinerie, les vins spiritueux, et avec des zones géographiques, notamment en Asie, qui vont plutôt bien. En tout cas, et là, au niveau macroéconomique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est un groupe qui finalement a souffert depuis pratiquement 2 ans, 2 ans et demi. Hein, ça a été la star, puis effectivement, dans les portefeuilles, ça a été largement surpondéré. Et ce qui est intéressant, c'est la séquence. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un fort rattrapage de ces valeurs-là, mais qui avait vraiment beaucoup baissé en début d'année. Et puis, à partir de la semaine dernière, on a eu beaucoup de brokers, de banques qui ont rehaussé tout le luxe en général, Kering, notamment LVMH, Richemont, etc. Et LVMH, effectivement, c'est vraiment la boussole qui vient, d'une certaine manière, valider ce que disaient les banques d'investissement il y a encore une semaine. Donc c'est plutôt en tout cas un call qui est très rassurant et qui permet de voir comment ces sociétés-là s'adaptent. Et alors je ne veux pas non plus être... mais quand on voit ce qui se passe notamment aux États-Unis avec Walmart, alors c'est pas du tout la même chose, mais on voit que les sociétés B2C
peuvent profiter, et ce sera certainement les prochains acteurs qui vont profiter de l'intelligence artificielle pour effectivement développer leur stratégie de croissance. Ce n'est pas les sociétés B2B, c'est les sociétés B2C. Et le luxe, ces valeurs-là en font effectivement largement partie. En plus, il y a des nouveaux designers un peu de partout. Enfin, il y a un renouveau qui est en train de se faire. La digitalisation pour ces groupes-là, je pense aussi à L'Oréal, est stratégique et, j'allais dire, stratégiquement centrale dans leur développement. Dans le B2C. C'est là où l'intelligence artificielle prend tout son poids, en tout cas dans la distribution. Et c'est un bon moment là pour remettre du luxe dans des portefeuilles. Comme vous dites, ça fait 2 ans que ça paye plus. Ça a été très longtemps les stars de la cote, au point qu'on se posait même plus de la question de les vendre. Moi, j'ai entendu des directeurs de gestion me dire « j'interdis à mes équipes de vendre LVMH ». C'était il y a une paire d'années en arrière, j'entends. C'était peut-être d'ailleurs un signal contrariant. Mais est-ce que là, on a un vrai chemin potentiel de re-rating pour ces valeurs-là et pour ce secteur? En tout cas, pour des valeurs de croissance qui ont réussi à s'adapter quand même, les valorisations restent encore raisonnables face à d'autres secteurs comme la tech où les valorisations sont stratosphériques. Donc, il y a des arbitrages qui peuvent progressivement se faire pour se remettre en tout cas à l'achat sur ces thèmes-là. Sans être spécifique sur LVMH, Mathieu, mais qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? Et est-ce que c'est le signe que le marché ou que les investisseurs sont prêts à retrouver de l'appétit pour d'autres secteurs? En Europe, on a beaucoup été tiré depuis des années maintenant par les financières, les industriels, le thème des infrastructures a bien performé également cette année. Est-ce qu'il y a la place pour voir revenir des thèmes comme celui du luxe ou de la consommation discrétionnaire, en l'occurrence, dans nos marchés? Effectivement, les investisseurs, et vous l'avez déjà évoqué, encore plus ces dernières années, sont assez surpondérés, des valeurs dites de momentum. Finalement, dès qu'un titre commence à être sur des bons rails, il y a des stratégies qualitatives et quantitatives qui tendent à les surpondérer. Ensuite, ça crée un peu un déséquilibre. Vous avez parlé du poids des financières, de la tech, des choses, on va dire, ultra cycliques, même si ce ne sont pas forcément le même cycle sous-jacent. Je pense que beaucoup de maisons de gestion essayent un peu de diversifier leur portefeuille face aux risques macroéconomiques. Et quand on voit un secteur du luxe, qui historiquement se payait cher, qui est maintenant sur des valorisations à peu près en ligne avec l'historique, tandis que l'ensemble de la cote, lui, approche ou dépasse 16 fois les résultats en termes de multiples de valorisation, oui, ça crée une espèce de coussin à même de relever les valorisations qui, relativement au reste du marché, pour des valeurs plutôt de qualité en termes de bilan, où on peut espérer un retour de croissance des ventes, une renormalisation des marges, ça crée du potentiel et de la pression acheteuse. Ouais. Dans l'anticipation des bénéfices, on est au début de la saison de publication, évidemment, donc on est un peu court en termes de données, mais est-ce qu'il y a l'idée que des secteurs qui ont peut-être été délaissés ces derniers temps pourraient afficher des performances et une dynamique bénéficiaire plus positive qui serait de nature justement à entretenir peut-être cette diversification ou cette rotation, Mathieu? Alors, vous l'avez évoqué en tout début d'émission, et effectivement, on est court en termes de données, mais on a déjà eu des premières publications, notamment aux US et sur les bancaires. Ouais. Des publications qui sont quand même d'excellentes factures. Les bancaires aux États-Unis ont légèrement surperformé le marché américain, mais n'ont pas du tout eu récemment une trajectoire comparable à celle des financières européennes. Les financières européennes, il y avait énormément d'arguments pour les acheter, notamment des valorisations qui créaient un certain confort. Cet argument, il est toujours présent, mais il a un peu disparu. Et je pense qu'il peut y avoir un mouvement de développement, d'élargissement, justement, et de diversification du risque au sein des financières vers ces valeurs américaines. Ouais, je comprends. On va regarder peut-être le secteur américain après les performances stellaires du secteur bancaire en Europe depuis le Covid maintenant. Je le rappelle, c'est un secteur qui surperforme et qui fait mieux que le Nasdaq depuis Covid en Europe. Si je reviens à LVMH, Bing, qu'est-ce que LVMH nous dit notamment de la consommation dans des marchés émergents? Et je pense bien sûr au premier d'entre eux, le marché chinois. Et au-delà de LVMH, quels sont les signaux en provenance du marché chinois, de la macroéconomie chinoise, notamment sur le plan du consommateur? Oui, effectivement, comme vous avez dit au début, en fait, le marché chinois, reste un marché très important pour tout l'ensemble de secteurs luxe en Europe. Alors que pendant les 3 ans passés, en Chine, on sait que c'est quand même très compliqué après Covid.
le sentiment des consommateurs reste très très faible et puis on a cet effet de richesse qui est vraiment impacté par le marché immobilier. Et aujourd'hui, d'après le management de LVMH en Chine, c'est mieux qu'attendu parce que on est quand même traversé l'année dernière très très difficile et puis on commence à voir qu'en mois d'août, les chiffres, ça commence à se stabiliser. Je dirais pas encore améliorer complètement parce que ça reste un défi assez important, la déflation en Chine. Hein. Ouais. Et puis, on n'a toujours pas résolu ce problème de marché immobilier. Et donc, je dirais plutôt stabilisé. Et c'est ce que moi, j'ai vécu aussi en Chine pendant le mois passé. Mhm. Et je vois très bien que c'est vrai, il y a toujours la déflation, mais les gens, ils commencent à s'habituer à cette situation-là. Ouais. Comment vous expliquez que les actions chinoises, notamment, affichent de telles performances depuis le début de l'année, quand, du point de vue macro, vous le dites vous-même, Oui. on n'est pas encore dans l'idée d'une amélioration, d'une simple stabilisation à des niveaux assez bas pour le rythme de croissance ou les rythmes de croissance qu'on a pu voir en Chine Oui. auparavant. Comment vous expliquez que le marché chinois, lui, ait pu redécoller comme ça ? En fait, la bonne performance du marché chinois n'est pas simplement de cette année. En fait, si on regarde, 24 c'est aussi. vraiment, C'est vrai. vraiment C'est à vrai. partir de septembre l'année dernière. C'est Et vrai. qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment le gouvernement local a pivoté complètement leur mentalité idéologique vers plus de pro-business, pragmatisme. Et c'est vraiment ça que nous, on base notre investissement sur la Chine. Et pourquoi le secteur privé est super important pour la Chine? Il faut savoir que 50% de PIB, c'est contribué par le secteur privé et 70% d'innovation et 80% de création d'emplois. Le fait que le gouvernement chinois commence à soutenir le secteur privé, commence à soutenir l'innovation, ça crée vraiment tout l'engouement des investisseurs qui revient en Chine. Et puis, on a toujours l'effet de DeepSeek, bien sûr, au début de cette année. Et avec tout ça, on a une super performance depuis l'année. Ça permet d'oublier ce qui, pour des investisseurs globaux, anglo-saxons notamment, avait rendu la Chine ininvestissable à la sortie du Covid, Bing, notamment le fait que le pouvoir pouvait décider de rayer un secteur d'activité privée d'un trait de plume comme ça. Alors c'était l'éducation, l'EdTech, les jeux vidéo, etc. On a vu disparaître ces secteurs boursièrement parlant, Oui. j'entends. Ça a changé. Complètement. Parce que pourquoi on a une très basse valorisation sur le marché chinois? On a à peu près 8 fois PE le plus bas, Ouais. alors qu'on est à 20 fois plus sur le marché États-Unis. C'est justement les investisseurs, ils donnent une décote là-dessus. Alors que, comme je disais tout à l'heure, c'est complètement changé depuis l'année dernière. Et maintenant, la perception de la Chine a complètement changé aussi. Avant, on pensait que c'était une économie basée sur le manufacturing. Et aujourd'hui, on veut donner la valorisation à la partie innovation. Donc, je dirais, le re-rating là-dessus, c'est un peu plus durable. Bon, ils produisent toujours beaucoup. C'est une économie qui continue de produire beaucoup, mais il y a un vrai shift, vous dites, dans la stratégie du gouvernement pour pousser toujours un peu plus, en tout cas, l'innovation. Est-ce que ça rend la Chine à nouveau investissable? Alors, la variation des prix fait vite changer les sentiments aussi. Quand on a des telles performances sur un marché, évidemment, tout le monde a envie d'en profiter, j'imagine, Mathieu. Mais est-ce que fondamentalement, il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire là sur ces actions émergentes et notamment chinoises? Alors, en pratique, c'est un marché qui a toujours été investissable, mais effectivement qui était devenu assez impopulaire, notamment vu des États-Unis. On a l'impression que la majeure partie de cette impopularité, elle s'est résorbée. Quand on regarde des signaux faibles, le marché chinois, il est un peu scindé en deux en termes de cotation. Il y a Hong Kong et il y a Shanghai. En termes de kilométrage, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Mais des fois, on a d'ailleurs des entreprises qui sont cotées sur les deux marchés, qui théoriquement devraient être à peu près au même prix. En pratique, ce n'est pas du tout le cas. Et on s'aperçoit que on a eu quand même une belle remontée, notamment sur la première partie de l'année, de l'ensemble de la place hongkongaise. Donc en fait, des flux internationaux qui sont revenus et qui finalement ont écouté ce discours des autorités centrales chinoises, qui ont commencé, si on s'inscrit sur un cycle un peu plus long, par faire du stimulus monétaire massif il y a 5-6 ans.
Et ensuite, des signaux de marché, de nombreux signaux faibles. C'est vrai qu'ils ont arrêté de massacrer, de sortir des secteurs de la cote. Et au contraire, on a vu, dans une logique assez offre-demande, par exemple, des suppressions d'introduction en bourse. Avec la logique, s'il y a moins de titres, ce qui est rare et cher, donc s'il y en a moins, ça fait monter la cote. Maintenant, on a l'impression que les autorités considèrent qu'on est revenu sur des valorisations qui sont sur des niveaux, on va dire, acceptables. Il faut effectivement que ce soit les fondamentaux qui prennent le relais. La poursuite de la croissance du marché chinois, ce ne sera pas globalement juste de la remontée de multiples qui étaient des fois absurdes. Alors on l'a vu il y a 3 ans, par exemple, juste sur les pétrolières chinoises, des fois c'est absolument absurde, mais qui d'Occident voulait acheter une pétrolière chinoise détenue majoritairement par l'État? Finalement, on a vu un re-rating là-dessus, ça reste peu cher, mais pour qu'il y ait une continuation, il faut qu'il y ait une amélioration des résultats, et ça semble poindre son nez. Les signaux macro, alors on verra entreprise par entreprise, mais les signaux macro vont dans le sens d'un début de stabilisation, voire d'amélioration. C'est votre sentiment aussi, Mathieu? Certains, puis aussi on rentre dans une nouvelle phase après ces stimulus monétaires et puis je dirais un peu ces stimulus boursiers. On a quand même de plus en plus de discours de stimulus économiques et de la consommation. Alors la lecture du discours chinois est toujours compliquée. Monsieur Bessène s'en plaignait en disant d'ailleurs que dans ces négociations, il a d'un côté le ministre de l'économie et de l'autre côté le ministre du commerce et qui ne sont pas forcément alignés, ou peut-être mais ils font semblant de ne pas l'être. Mais globalement, on a l'impression d'une amélioration. Et quand on parle de la difficulté de l'économie chinoise, rappelons qu'on reste sur des rythmes de croissance officielle 4 à 5% et une problématique de déflation. On aurait été très heureux il y a 3 ans d'avoir une inflation à 0 et de la croissance à 4% ici. Oui. On a vu encore l'indice des prix en Chine ce matin, effectivement, qui reste négatif sur un an. Sur cette situation chinoise, la remontée des actions chinoises, est-ce que c'est avant tout une question de positionnement, de valorisation qui était devenue absurde? Et est-ce que ça peut être... l'idée d'un cycle, Enfin, je veux dire, après, on parlera de la tech américaine tout à l'heure, mais après le crack de 2000 et de la bulle TMT, il y a eu des années de performances spectaculaires pour les actions chinoises. La Chine venait de rentrer dans l'OMC. C'était aussi un événement majeur de ce point de vue-là. Oui, exactement. 2001, ça a été vraiment un élément fondateur d'un cycle assez important. Je pense que sur la Chine, vraiment, l'élément le plus important, c'est septembre l'année dernière, un vrai changement. Je sais qu'on avait écrit, j'avais écrit pas mal de papiers là-dessus, et c'était quand même un fort pari qu'on avait en septembre 2004, en interne, c'était assez dur de le... Je veux bien croire. Même en interne, c'était assez dur, mais effectivement, parce qu'on voyait des outflows, enfin des flux qui sortaient continuellement, mais en tout cas, quand on regardait dans le rétroviseur, c'était pas bon, mais il fallait effectivement aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a aussi le positionnement de la Chine dans le monde, à la fois économique mais politique, qui a complètement changé. Et économique. Sur l'économie, ils ont bien compris quelque chose, c'est que, un peu à la méthode américaine, ce qu'on a fait, c'est que pour redonner la confiance, il fallait reflatter les actifs. L'immobilier, c'était pas possible. Et donc, pour l'instant, c'est passé par la bourse. Ça redonne de la confiance et un effet richesse qui est assez important. C'est exactement ce qui s'est passé dans nos pays après la crise de 2008-2009. Il fallait reflatter les actifs, et là, c'est en train d'être fait. C'est pour ça que, même si on peut s'inquiéter à un moment, les autorités s'inquiètent de la hausse de la bourse, là, on est dans une situation où c'est bien, parce qu'il n'y a pas... C'est plutôt vertueux. C'est plutôt vertueux. Il ne faut pas négliger cet aspect-là de l'effet richesse qui redonne de la confiance, et donc, c'était vraiment une volonté d'ouvrir et de tout après faire pour attirer... destruction de richesse dans l'immobilier. Oui, exactement. Donc, c'était tout faire pour attirer des flux, d'abord locaux puis internationaux, on l'a vu sur Hong Kong. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que, rappelons-nous, en 2018, la première guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la Chine était vraiment courbée les Chines, alors que là, on le voit bien dans les discussions, la Chine est l'égale des États-Unis. Non, mais c'est un énorme changement. C'est-à-dire qu'ils parlent au même niveau, et on voit bien que les États-Unis tentent des choses. Bessent a beau parler. En fait, ils ont peur de la Chine, parce que la Chine s'est complètement transformée. C'est qu'elles sont leaders dans 80 ou 90% des technologies de rupture. L'exemple de l'hélium, par exemple, ils étaient dépendants à 95%, ils sont plus que dépendants à 5%. Enfin bon, il y a une stratégie quand même beaucoup plus long terme, et depuis plusieurs années, ils ont profité de cette période de crise, effectivement, pour repenser leur modèle. Et donc,
ça change absolument tout. Et la Chine a un pouvoir qu'elle n'avait pas avant, même vis-à-vis des États-Unis. Et donc, vous ajoutez à cela... Voire elle se sent supérieure. C'est ce que raconte le Wall Street Journal ce matin, qui nous dit que dans l'entourage de Xi Jinping, le président chinois pense que Donald Trump, comme d'habitude, va se dégonfler, que le stock market, une baisse trop forte du marché action américain, le fera reculer vis-à-vis de la Chine et des menaces qu'il peut brandir aujourd'hui. Ça semble être ancré, en tout cas, dans l'état d'esprit du pouvoir chinois aujourd'hui. Dans l'esprit de Trump, il a à peu près 12 mois, il y a les élections mi-mandat, etc. Dans l'esprit, en tout cas, des autorités chinoises, on est sur plus lointain. Donc, en fait, on voit que la discussion, il y a des pics, mais en fait, la Chine détient le pouvoir des métaux rares, détient énormément de pouvoir à terme. Et en fait, d'une certaine manière, ils ont le pouvoir, donc il va falloir négocier. Et la Chine, encore une fois, est à mon avis, dans un top 3 sur les indices boursiers. Quel comportement on peut imaginer de la part de la tech chinoise et des grandes firmes technologiques chinoises aujourd'hui, Bing, par rapport à la dynamique de la tech américaine? Parce que j'imagine que pour certains investisseurs, aller acheter de la tech chinoise au moment où la tech américaine se paye très très cher, ça peut être aussi une alternative, voire un hedge ou une couverture ou un arbitrage. Il y a une corrélation très forte entre ces deux marchés, entre les deux parties tech, chinoise et américaine. S'il y a un problème sur la tech américaine, est-ce qu'on le voit sur la tech chinoise ou est-ce qu'il y a un peu de décorrélation quand même entre ces deux univers? Je pense que si on regarde le cours de bourse depuis 3-4 mois, peut-être tout va lier avec IA, ça c'est une corrélation. Mais si on regarde en termes de fondamentaux, c'est pas totalement lié. Parce que la mentalité des sociétés chinoises est complètement différente par rapport aux États-Unis sur le sujet intelligence artificielle, parce qu'aux États-Unis, tout le monde veut gagner la course. Donc, ils investissent avec des chiffres vraiment absurdes. Alors qu'en Chine, on a des mentalités complètement différentes. Je viens d'écouter une interview de Joe Tsai, en fait, c'est le patron de Alibaba. Ils disent il n'y a pas un gagnant qui peut gagner tout le part de marché là-dessus parce que ça s'évolue tellement vite. Et l'importance, c'est vraiment d'adaptation. Or que si en Chine, si on regarde les sociétés, maintenant, 50%, ils ont déjà utilisé AI dans leur travail. Et donc, c'est pareil pour toutes ces sociétés chinoises IA. Eux aussi, la première chose qu'ils réfléchissent, c'est vraiment comment je peux monétiser. Alors qu'on a rencontré des sociétés... Alors que Sam Altman chez OpenAI nous dit que ce n'est pas son top 10 concerne. Que pour l'instant, ça ne le concerne pas, rentabiliser ses investissements. Voilà, vous voyez, la mentalité est complètement différente. Alors que nous, on contrôle vraiment le coût. Et puis, on vient de parler avec une société qui fait de LLM en Chine, un des plus grands. Ils disent pour eux, le coût d'inférence, c'est à peu près 3% des coûts... pour les sociétés américaines. Et côté training, c'est que 10 à 20%. Ceci explique aussi que Alibaba, ils viennent d'annoncer leur investissement. Ils ont augmenté leur investissement côté IA. Ils disent qu'on va investir 53 milliards $, alors que le chiffre, c'est vraiment fois 20 pour OpenAI. Donc, c'est pour vous dire que... Deux stratégies très différentes. De la part de l'écosystème AI en Chine et vis-à-vis de l'écosystème AI aux États-Unis. Oui. On m'avait raconté, parce que DeepSeek aura été évidemment un des événements marquants de cette année, la révélation au monde de DeepSeek et de ce modèle effectivement à bas coût, je ne sais pas comment le qualifier, d'intelligence artificielle. On m'a raconté la vitesse de déploiement de DeepSeek. Alors, je vais dire à la hauteur de la Chine. Ça a été déployé dans les écoles, dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'institutions publiques ou parapubliques à une vitesse infernale, Bing. Donc, c'est vraiment ce point adopté et monétisé côté Chine. Je pense qu'on n'est pas le même. Donc c'est un cas d'investissement différent en fait. Et oui, et puis aussi côté financement, c'est pareil. Côté financement, on ne sait pas comment OpenAI va financer tous ces investissements. Mais en Chine, on voit que tous ces chiffres-là, ça reste assez rationnel. Bon. Mathieu, alors, il y a de la rationalité dans l'écosystème IA en Chine, on verra. Est-ce qu'il y en a encore dans l'écosystème IA américain ? Alors, il y a des situations très disparates au niveau de la côte américaine. C'est vrai qu'on lit souvent des parallèles, d'ailleurs ça fait quelques trimestres qu'on les lit, ils sont avérés faux, entre ce qu'on voit actuellement en termes de valorisation sur les marchés boursiers et puis la grande épisode de la bulle tech
est-ce qu'on est en 96 ou est-ce qu'on est en 2000 ? On n'est pas en 2000. En termes de valorisation, on est sur des entreprises. Prenons Nvidia, par exemple, l'icône phare du secteur. On est sur environ 40 fois les résultats. Nvidia génère des cash flows. Les réinvestit, mais enfin, génère du cash, génère des résultats. Après chaque publication, on m'a raconté, parce que le PE d'Nvidia peut varier assez fort entre 2 publications, mais après chaque publication, on revient autour de 35-40. Pour les chiffres peuvent paraître énormes. On est environ sur 4 trilliards, enfin sur 4 000 milliards de valorisation pour Nvidia, mais on parle de 100 milliards de résultats nets. Si on reprend à l'époque, j'ai regardé les chiffres, Cisco en 2000, on était sur simplement un demi-trilliard, 500 milliards de valorisation. Par contre, on était sur 3 milliards de résultats. Donc on était à plus de 100 fois en termes de multiples. Donc il y a des situations qui justifient. Ensuite, je pense que globalement, les investisseurs américains, il y a eu un peu cette ruée sur la Chine, on se rue globalement sur les indices tech de Hong Kong. Il y a un élargissement de la tech, il y a d'autres entreprises, des chaînons essentiels des data centers. Il faut des puces. À un moment, on était sur TSMC, qui avait eu une séquence formidable. Ensuite, il y a eu ASML, dont on parlait ce matin, où il y a eu des craintes, et finalement, il semble que ces craintes sont un peu diluées. Et puis, par exemple, on peut parler du marché coréen, une des meilleures performances dans les émergents, où il y a Samsung ou Hynix. Et dans le dernier cas, on parle d'entreprises dont les résultats progressent fortement, mais qu'on paye environ une dizaine de fois les résultats. Ah ouais, c'est rien. Voilà. Avec des prix, des sous-jacents, effectivement, ils produisent de la mémoire flash, de la mémoire NAND, et le prix, actuellement, il y a un peu une pénurie, c'est comme sur autre chose, il y a une pénurie de composants, le prix des composants monte très vite, et il y a du cash qui rentre dans ces entreprises. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un portefeuille global, on peut trouver de la tech, alors il y a la tech américaine, mais on peut trouver de la tech à prix raisonnable, je ne sais pas comment le dire. Non déraisonnable. À prix non déraisonnable, avec des vraies perspectives, évidemment, Mathieu. Ensuite, il y a des sous-cycles qui sont assez aléatoires, difficilement prédictibles. Donc, essayer de diversifier le plus possible au sein de la tech, en étant à la fois sur du hardware, en étant sur du software, en étant sur des choses très en amont. Ça paraît essentiel pour minimiser. En tant que gestionnaire de portefeuille, notre but, c'est quand même d'essayer, c'est pas un boulot facile tous les jours, mais de minimiser un peu la volatilité, y compris à court terme des portefeuilles. Et la solution pour ça, c'est la diversification au maximum. Bon, ce thème tech, ce thème IA, comment vous le regardez aujourd'hui, Alexandre, avec alors une partie américaine, évidemment, toujours très concentrée quand même. Est-ce que ça rend les choses vulnérables aux États-Unis, particulièrement pour le Nasdaq, mais pour l'ensemble du marché américain également, voire de l'économie, puisqu'on comprend que les dépenses liées à la construction de cet écosystème IA génèrent peut-être la moitié de la croissance américaine aujourd'hui. Voire plus, d'après un des proches conseillers de Barack Obama, qui disait que c'était 80% de la croissance américaine qui était liée à l'IA. Sur les 2 derniers trimestres. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'États, on est en récession. C'est là où c'est compliqué pour la Banque centrale. L'économie en cas. Exactement, où il y a des États qui sont en récession et puis d'autres États, effectivement, qui sont en surchauffe. Et globalement, ça donne une économie en Goldilocks, à 2%. Donc, pour la Banque centrale, ça va être très compliqué parce que je dirais que l'erreur qui peut être faite, en tout cas, la difficulté, ce qui peut se passer à un moment sur ce qui s'est passé en 2014, notamment sur la Chine, où vous commencez à remettre du jus dans l'économie, et en fait, ça se met encore sur des secteurs qui sont encore plus spéculatifs, comme on l'a eu sur la bourse à un moment chinoise, où à chaque fois qu'on mettait des plans de relance, ça se déversait pas du bon côté, en tout cas. Donc, il y a quand même un biais de comportement qui va être difficile à gérer. Et sur la tech, évidemment qu'il y a un engouement et ça semble pas s'arrêter parce que finalement il y a le nouveau, en tout cas, catalyseur de tout ça, outre les résultats, c'est le fait qu'il y a des accords, des prises de participation qui sont pour l'instant gagnantes parce qu'en fait, vous mettez 100 milliards pour 100 milliards, finalement, comme les valorisations sont importantes, ça crée de la richesse automatiquement. C'est un peu consanguin ?
C'est un peu consanguin. Et de plus en plus, notamment dans des émissions aux États-Unis, on commence à avoir peur de ce qu'ils appellent le financement circulaire. C'est-à-dire qu'on a eu à des moments au Japon, par exemple, où ça s'est mal terminé. Mais ça peut durer encore assez... Cisco finançait Sprint qui achetait les équipements de Cisco. Ouais. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de demande. Donc le canari, il est un peu... c'est en tout cas un des risques essentiels. Il est là. Mais ça peut durer pendant un petit moment. Parce qu'on peut encore remettre 100 ou 200 milliards. Les chiffres sont tellement important. Et donc, pour l'instant, le vent est en poupe. Et de toute manière, les flux, on le voit, tout se concentre là-dessus. Donc, on sait que cette concentration est un danger, mais c'est aussi ce qui permet aux indices de monter autant. Dans les années début du XXe siècle, les chemins de fer, c'était 80% de la cote à un moment. Hein. Et c'était une vraie révolution. Non, mais la révolution, elle était là. Et puis après, c'était devenu plus rien 10-15 ans après. Donc, il y a quand même un risque. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut essayer de voir des signaux faibles qui permettent. Les matières premières, notamment, peuvent l'être à un moment, parce qu'il y a un engouement pour les matières premières. Il faut quand même des data centers, des semi-conducteurs. Il y a besoin de matières premières. Et là, on voit qu'à un moment, le volume est tel qu'on pourrait avoir des squeezes là-dessus et qui, tout d'un coup, on se rend compte que le roi est nu et qu'on n'est plus, en tout cas, l'argent est un métal utilisé dans le secteur technologique, entre autres. L'or a des applications physiques, mais beaucoup plus tourné vers la joaillerie et beaucoup moins massif que l'argent. L'argent, c'est un vrai métal industriel de ce point de vue. Voilà, il y a une spéculation sur l'argent qui va continuer, à mon avis, à monter. L'or, on ne l'est plus parce que c'est tellement cher, donc on a essayé de trouver. Il y a l'argent, notamment, qui a des propriétés un peu moins bonnes, mais qui a des propriétés quand même. Et puis les métaux rares aussi. Donc il y a quand même une dépendance à quelque chose qui est physique et qui peut à un moment manquer et puis faire tomber le gâteau. Pour l'instant, c'est pas le cas. On voit que politiquement, enfin en tout cas entre les pays, c'est un vrai sujet, ces négociations. Bon, oui, justement, Bing, on voit que plus on approche de la fin de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, plus les tensions remontent. Et visiblement, si on reprend la séquence depuis la fin de semaine dernière, c'est ces nouvelles règles d'exportation des terres rares qui ont déclenché, ou en tout cas qui ont généré une vive réaction de la partie américaine et de Donald Trump, avec ce sentiment d'une reprise de l'escalade depuis entre les deux superpuissances. Ce sujet des terres rares, il n'est pas nouveau. Et c'est un levier de contrôle très puissant pour Pékin dans cette négociation avec les États-Unis. Exactement. En fait, je pense que c'est un sujet qui n'est pas tout nouveau. Je pense que notre audience, on sait déjà que la Chine contrôle 90% de raffinage des rares. Parce que personne ne veut le faire, hein. Je précise. Hein. Ça n'a rien de rare. La seule rareté de ces terres, c'est la capacité à tolérer les externalités négatives dans l'extraction et le raffinage de ces terres rares. Tout à fait. Personne d'autre que la Chine ne veut supporter aujourd'hui. Hein. Je vous donne un chiffre pour vous allez mieux comprendre pourquoi. En fait, c'est pas du tout une question de manque d'investissement ou manque de soutien, financement. En fait, l'année dernière, les États-Unis importent des terres rares vient de Chine, bien sûr. Le montant total, tout ce qui est lié avec des terres rares ou des produits, d'être des aimants permanentes, avec un chiffre seulement que 200 millions de dollars. Peut-être ça dépend les sources, mais moi je prends les sources officielles des États-Unis. Ouais. En fait, c'est pour vous dire que c'est tellement petit et c'est vraiment pas une question de manque d'argent. Et pourquoi ça coûte pas 200 milliards quoi. Pourquoi c'est compliqué? C'est que nous, le monde occidental, y compris l'Europe et aussi les États-Unis, on a abandonné cette industrie pendant 30 ans. Et je pense que c'est beaucoup plus optimiste de penser qu'on peut y rattraper et récupérer en 3 ans. Effectivement, là-dessus, on a perdu tous les talents, on a perdu tous les outils pour revenir là-dessus. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment ce problème environnemental. Parce qu'en France, on a vraiment cette capacité. Hein. On a toujours le projet de Solvay à La Rochelle, mais ça reste toujours la partie le plus raffinée, le plus high-tech, on va dire. Mais personne ne veut faire le plus polluant, la partie de séparation, parce qu'il y a quand même 17 éléments dans terres rares. Pour les séparer, c'est polluant et ça crée des déchets
radioactif. Donc, personne ne va le faire. Je pense que c'est quand même, ça reste à court terme, ça reste une carte assez puissante pour la Chine de jouer en termes de négociation. Oui, Scott Bessent n'a pas tout à fait tort quand il dit que la Chine a mis un bazooka sur la tempe des États-Unis ou du monde développé avec ces nouvelles règles d'exportation des terres rares, Mathieu. Oui, c'est un levier parmi d'autres, mais l'Occident s'est habitué effectivement pendant longtemps à importer des composants essentiels pour créer de la valeur ajoutée en Occident à des tarifs effectivement très peu chers. La Chine demande, en tout cas, veut avoir un peu plus sa part du gâteau sur à quoi elle contribue au sein des économies occidentales. Qu'est-ce que le retour des tensions commerciales? Comment est-ce qu'il faut le prendre d'un point de vue de marché, Mathieu? Est-ce que c'est à même de générer beaucoup de volatilité? On a vu quand même la réaction de marché, le price action de vendredi soir, pas très joli, avec quand même l'idée que le marché estime que si la guerre commerciale devait reprendre vivement entre les États-Unis et la Chine, ce serait avant tout négatif pour la croissance. Le taux 10 ans américain baisse de 10 points de base vendredi soir. Et le pétrole aussi, qui l'accompagne. Ouais. Alors là où ça risque d'être compliqué pour les marchés, notamment, quand je dis compliqué, c'est volatile, hein, c'est pas forcément une baisse, c'est que face à des marchés qui globalement sont sur des valorisations assez élevées, on a besoin de taux longs qui soient pas trop élevés pour justifier les valorisations et puis qui soient pas extrêmement volatiles. Donc on a besoin des banques centrales. Les banques centrales sont un peu perdues, notamment aux États-Unis. Il y a des pressions politiques. La trajectoire, en tout cas à court terme, des taux est pas forcément... Il y a beaucoup de dissensions. Ouais. Et d'ailleurs, une des raisons macroéconomiques, c'est le fait que les États-Unis, il y a différents États, il n'y a pas du tout la même situation en termes de croissance. Et puis, en plus, il y a le shutdown. Alors, le shutdown, ça prive la Fed d'une partie de ses inputs pour nourrir sa réflexion sur que faire sur les taux. Il se repose notamment sur des statistiques non pas fédérales, mais État par État. Ça brouille les cartes. Donc avec ça, les investisseurs peuvent s'inquiéter de la Fed qui fait une erreur de politique monétaire. Le rebond, vu d'Europe, on parle de LVMH, on parle de ASML, mais le rebond d'hier, c'est surtout au niveau global, M. Powell, qui nous a dit... Sur les taux, je n'ai pas des masses de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas un marché du travail extrêmement dynamique, donc ça ne va pas partir d'un côté ni de l'autre. Donc je peux probablement me permettre des baisses de taux. Mais surtout, il l'a dit, et vous l'avez évoqué, on approche de la fin du quantitative tightening. Pourquoi, Mathieu? Il a même dit clairement, c'est très pratique d'avoir des réserves amples. Ça nous permet d'être agile. C'est très bien d'avoir un grand bilan et on ne reviendra jamais à un bilan pré-pandémique. Ils sont à 3 trillions à peu près, là, c'est ça aujourd'hui? Oui, alors quand on regarde la pile... Les réserves de banque. Hein. Oui, alors quand on regarde la pile d'actifs total de la Fed, on avait fait un pic à environ 9 trilliards, à peu près la même chose du côté BCE en euros, et on est descendu à 6 au niveau de la BCE, un rythme à peu près similaire au niveau de la Fed, où ils sont à 6,5. Et tout ça, ça ramène les tailles de bilan sur là où on était en juin 2020. Mais finalement, c'est aussi une réponse à ce que disait M. Bessent, qui disait si les taux longs vont à un endroit qui ne me plaît pas, j'émettrai que du court. Une manière de un peu marcher sur le pied de la Fed. La Fed dit « Ok, je prends mes responsabilités et je garde un grand bilan pour pouvoir réagir et piloter la courbe des taux. » Et absorber un peu plus de long, quoi. C'est ça. Que le marché puisse absorber un peu plus de... Et puis, on parlait d'effets richesse. C'est vrai que c'est surtout le marché action qui manque, mais il ne s'agirait pas d'avoir une naissance de crise immobilière. On a quand même des prix de l'immobilier qui, dans certains États aux États-Unis, ralentissent. C'est très bien qu'ils ralentissent. Ce serait dommage d'avoir une baisse d'effets richesse. Donc, la Fed a besoin d'un marché obligataire liquide qui fonctionne et y compris sur les maturités les plus longues. Je crois qu'il le disait, Bessent, le vrai KPI pour le succès ou non de Trump, ce sera les taux longs. Les taux longs qui seront le KPI du mandat de Trump. La Fed va arrêter la réduction de son bilan. Alors en plus, en réinvestissant les MBS, les mortgages, je crois qu'elle va même être à nouveau acheteuse nette à un moment de papier. Est-ce que ça peut donner des idées à une banque centrale comme la BCE, par exemple? En tout cas, ça donne de la capacité à la BCE de potentiellement rebaisser ses taux, avec quand même
Parce que le bilan de la BCE se réduit vite, lui. Hein. Oui, mais il y a un moment, il va falloir arrêter. Alors, on Ouais. parle du cas français, mais il y a même le cas européen. Il y a des besoins de financement en Allemagne. Il y a des émissions extrêmement fortes. On sait que effectivement, il y a l'Italie, l'Espagne qui vont très bien, mais avec des taux un peu moins importants, ça sera plutôt apprécié. La Banque centrale peut encore baisser une à deux fois ses taux. Et puis surtout, le niveau de l'euro qui, à un moment, a continué à monter. Il y a eu une petite baisse ces quelques jours liée à la France notamment, et puis un peu d'autres choses. Mais le dollar continue à se déprécier. Et pour éviter une vitesse trop importante de la dépréciation du dollar, la Banque centrale pourra peut-être baisser ses taux, en tout cas grâce à une action de la Fed beaucoup plus importante. Parce que, juste, je reviens sur la Fed, mais on n'imagine pas Jérôme Powell qui va partir dans 6 mois être celui qui a créé le déluge. Donc, de toute manière, il a tout intérêt. Le bras de fer qu'il y a eu pendant plusieurs années, en tout cas depuis que Trump est arrivé au pouvoir, là, il va se dissiper de toutes les manières. Et Jérôme Powell, le marché de l'emploi, effectivement, se dégrade, mais pas tant que ça. En tout cas, on voit là, dans l'agriculture, il y a moins d'embauches. Enfin, ça part par les embauches qui diminuent largement. Et on ne voit pas comment Jérôme Powell pourrait être celui qui maintenant fait un bras de fer alors qu'il est proche de la sortie. Bon. Donc, 2 baisses de taux cette année. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose. C'est déjà dans les prix. Dans les prix, on a 3 baisses de taux l'année prochaine. Ils vont peut-être faire deux avant de partir. Ça fera 1% de moins sur les taux. Et tout le monde sera plus ou moins content. En tout cas, ça permettra effectivement aux États-Unis de ne pas dire que la Fed a été l'instigateur d'une potentielle récession ou d'un retournement de marché. Et puis, les autres banques centrales, notamment la BCE, leur permettre effectivement d'ajuster et de légitimer ce qu'elles sont en train de faire dans la baisse grâce à la Fed. Et ce sera une bonne nouvelle pour les émergents, à nouveau, que la Fed coupe un peu ses taux directeurs. Et si le dollar continuait de baisser un petit peu, ça reste des vents porteurs, justement, pour les émergents, ça, Bing? Bien sûr, notamment les marchés émergents, ils sont bénéficiaires de faibles dollars et c'est ce qu'on voit aussi cette année. Bien sûr, on a l'effet de IA, des techs, mais on voit que les pays tels que Taïwan, ou Corée ou la Chine ont tous bénéficié de cette faible dollar. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous 3. On s'arrête là pour ce soir, d'avoir été les invités de Planète Marché. Bing Yuan, gérante action internationale et émergente chez Edmond Rothschild Asset Management. Alexandre Ezez, expert marché financier, macroéconomie. Et Mathieu Barrière, le responsable de l'allocation d'actifs d'Odo BHF. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. On parle ce soir des enjeux industriels autour de l'intégration de l'IA dans l'industrie de la gestion de patrimoine. Et c'est le cofondateur d'Odonatech et son président Stéphane Dauté, que vous allez pouvoir voir ou revoir, qui vient d'apporter une solution nouvelle au marché avec une coproduction avec la FinTech Advise. À notre actualité, donc nous à l'origine on développe une solution IA, donc ça c'est l'activité de Donatech, un assistant IA qui permet aux institutions financières de digitaliser la relation client, d'offrir un nouveau canal de communication avec leurs clients. Derrière on analyse les communications entre le client épargnant et l'agent et puis on restitue des éléments de connaissance client, des motifs de contact. Et là c'est vrai qu'on a annoncé un partenariat avec Advise qui fait des parcours de souscription. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a l'ambition ensemble de faire des parcours de souscription qui sont aussi simples qu'une conversation. Voilà. Et on est loin d'en être là. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a eu des gros progrès sur la digitalisation, bien sûr. Néanmoins, il y a en combien de temps on peut souscrire un contrat d'assurance vie aujourd'hui, dans le meilleur des cas? Allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Et puis surtout, ça demande de l'autonomie. Et en France, on manque d'éducation financière et il y a pas mal d'épargnants qui manquent d'autonomie et de confiance, du coup, pour souscrire directement en ligne. Donc, le fait d'ajouter de l'IA permet d'aider l'épargnant et au final d'aider la souscription. Concrètement, en quoi l'IA permet de compenser le manque d'autonomie d'un client particulier ou le manque
d'éducation financière d'un client particulier qui veut souscrire lui-même son contrat d'assurance vie ou son PER? En fait, par sa capacité à répondre aux questions, tout simplement. Et puis au-delà de répondre aux questions, ce qui est déjà pas mal, mais elle est aussi proactive, c'est-à-dire qu'en fait, elle est connectée aux données que saisit l'épargnant. Et donc, à tout moment, elle peut interagir, expliquer un profil de risque, expliquer la différence entre gestion libre, gestion conseillée. Bon, ce ne sont que quelques exemples, mais ça permet en fait de sécuriser l'épargnant dans sa démarche de souscription. Ouais. Là, à qui s'adresse la solution? Donc à des distributeurs? À des distributeurs, oui. Nous, on est en B2B, donc on vend cette solution et nos solutions en marque blanche. Donc les distributeurs, en particulier les plateformes d'épargne digitale, évidemment. Mais ensuite, évidemment, à tous les distributeurs qui veulent digitaliser tout ou partie de la relation. Parce qu'il y a des questions d'industrialiser le conseil et puis d'industrialiser un conseil personnalisé. C'est là l'enjeu. Mais cette solution, comme vous dites, elle est adaptée, y compris pour des plateformes digitales natives. Absolument. C'est ça. Oui, absolument. Qui n'ont pas qui n'arrivent pas à avoir cette fluidité dans le parcours de souscription, cette facilité, cette autonomie du client. Voilà. En tout cas, on rajoute cette couche une capacité du coup à fluidifier le parcours, et on rajoute autre chose, c'est la capacité à aller chercher d'autres épargnants que ceux qui sont déjà, j'allais dire, attirés par ce type de formule. Et l'acquisition est un gros enjeu pour ces plateformes. Donc, on adresse cette problématique. Justement, plus largement, quel gain est-ce que vous offrez à des plateformes ou des distributeurs qui souscriront à cette solution? En fait, on joue sur 3 leviers. Premier levier, l'acquisition. Capter des épargnants qui aujourd'hui ne sont pas sur la plateforme. La deuxième chose, c'est faciliter la souscription, augmenter les taux d'engagement, les taux de souscription et forcément les ventes de produits financiers derrière et les encours. La troisième, c'est par l'analyse des conversations et la connaissance client qu'on en tire, c'est faire du marketing, des ventes croisées, et donc mieux connaître les clients pour mieux les conseiller. Donc moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou distributeur, je reçois un reporting de la conversation que j'ai pu avoir avec des points clés. C'est ça, absolument. Absolument, des points clés. Et puis comme on a une ADN chez Odonatech qui est sur la finance comportementale, dans les points clés, il y a la psychologie, le comportemental. On analyse quelque part la personnalité financière des investisseurs. Et ça, c'est précieux, parce qu'on sait qu'en matière d'argent, il y a beaucoup de psychologie dans les décisions. Donc, permettre à un distributeur de connaître la psychologie de son client, c'est quelque part contribuer à une meilleure connaissance client. Les clients, le particulier est prêt à ça? Parce que j'ai posé la question tout à l'heure naïvement en plateau aux invités, on parlait du thème de l'IA, ils m'ont tous rayonné. Ma question étant... Est-ce qu'on est sûr de l'adoption de ces outils volontairement par un client, en l'occurrence dans le monde de la gestion d'actifs? Ou est-ce qu'à un moment, ces solutions, je ne sais pas, peuvent générer une forme de défiance, un mouvement de réticence, voire de rejet, si on n'explique pas bien comment ça fonctionne? Absolument. Donc, nous, d'abord, premier élément de réponse, il y a quand même une adoption massive de l'IA par les particuliers. OpenAI, ChatGPT... Dans le secteur, parce que si c'est pour demander qui est le plus beau ou où est-ce que je passe mes vacances, etc., ça, j'ai pas de doute. Mais sur des sujets concernant l'argent, oui. Alors, OpenAI, c'est 1 milliard d'utilisations aujourd'hui. Et si on prend les sujets d'argent, il y a une étude qui a été publiée récemment par eToro, c'est 50% des utilisateurs d'eToro qui souhaitent utiliser un assistant IA. Et moi, je corrobore ça aux études qu'on a menées, nous, sur des échantillons représentatifs. Nous, on avait 60% des gens qui acceptent de venir parler argent avec un assistant financier IA. Les 40%, c'est des questions de protection des données, un certain nombre de freins qui vont ou pas se lever, mais en tout cas, ça fait 60%. Je rajouterai à ça dans l'étude qu'il faut aussi tenir compte du changement de génération. Il y a une vague énorme de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, et eux, ils sont IA natifs. Ils ne poseront pas les mêmes questions, voilà. Je peux bien le croire. Et puis, une étude aussi comportementale, puisqu'on est spécialisé un petit peu là-dedans. En fait, quand vous commencez à parler à une IA, à ChatGPT, en fait, vous vous confiez beaucoup plus qu'un conseiller, parce qu'il n'y a pas la peur, en fait, de se confier et de lui dire des choses. Alors, nonobstant le problème de la protection des données... L'intime se déplace je pense. vers l'IA, mais
le conseiller se fait déposséder quand même d'une partie de cette relation. Alors, moi, je crois assez à la relation dite hybride. Pourquoi ? Parce que d'abord, le conseiller, il n'est pas tout le temps en face de ses clients, ne serait-ce que par les horaires de travail, il y a du turnover, il y a pas mal de choses qui posent problème. Ensuite, les conseillers, bien entendu que par rapport aux clients gestion de fortune, patrimoniaux, bien entendu que l'humain a toute sa place et que on peut rentabiliser un conseil humain. Maintenant, sur le mass market, sur le grand public, il faut industrialiser. Oui. Et moi, je pense que l'idéal, c'est un nouveau canal de communication client qui permet d'avoir un niveau de service de qualité. Par contre, derrière, et comme je le disais tout à l'heure, l'analyse des conversations qui est restituée au conseiller. Et à ce moment-là, le client qui veut parler à un conseiller, il peut. Le conseiller qui veut rappeler son client, il peut. Mais entre-temps, on a quand même résolu le problème du advice gap, comme on dit en Angleterre, de, en fait, les gens qui manquent de conseils et les conseillers qui n'ont pas assez de temps pour donner du conseil. Voilà. Donc, je crois aux deux. Mais je retiens quand même qu'on se livre plus facilement à une IA qu'à un conseiller patrimonial, bancaire, en l'occurrence. J'ai vu qu'il ne fallait pas leur dire merci aux IA. Faut pas trop bien les traiter, en fait. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les gens les traitent de moins en moins bien et posent des questions vite brutalement, sans mettre les formes. Voilà. Comment on rassure justement sur ce qui peut être encore perçu comme une black box, c'est-à-dire quel type de données vous mettez dans votre couche d'IA et comment on sécurise ça. J'imagine que vos clients, vos prospects, c'est une des premières questions qu'ils doivent vous poser. Oui. En fait, il y avait beaucoup de freins. Les freins se lèvent. Maintenant, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Et du coup, quand on est expert comme nous, en fait, c'est un terrain de jeu sympa parce que ça veut dire que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, pour moi, les questions, c'est la fiabilité. ChatGPT hallucine beaucoup. Quand il ne sait pas, il invente. Ça veut dire qu'il faut, dans le conseil financier, on ne peut pas se permettre ça. Donc, il faut une couche d'IA et ça, c'est notre technologie, qui permet de fiabiliser les réponses. Ensuite, sécurité des données. Il faut anonymiser un certain nombre de choses. Il est hors de question d'envoyer des données personnelles à ChatGPT. Donc, il y a une question de sécurité des données au sens RGPD. Ensuite, la conformité financière. Tout ce qui est MiFID, tout ce qui est conseil en investissement. Nous, notre IA ne fait pas de conseil en investissement, c'est-à-dire qu'elle est bornée, elle fait du conseil en épargne, elle peut donner un certain nombre de renseignements, mais elle ne fait pas d'allocation d'actifs, elle ne fait pas de conseil en investissement au sens conformité. Et puis ensuite, je dirais un quatrième point, c'est ce que nous, on appelle le job to be done, c'est-à-dire qu'il faut que l'IA serve à quelque chose. C'est bien beau, toutes les communications sur l'IA, mais à quoi ça sert vraiment ? Donc, il faut qu'en fait, elle résolve un problème, qu'elle soit adaptée à un contexte, et là, du coup, on en arrive aux données, parce qu'il faut que l'IA, en tout cas dans le conseil financier, elle ait du métier. Ça veut dire qu'elle ait un corpus de connaissances qui soit identique, presque, à celui d'un conseiller. Voilà. Donc, connaissances financières, connaissances techniques, conformité, connaissances de psychologie, comprendre la psychologie du client, voilà, tout ce qui fait un bon conseiller. L'IA qui révolutionne les métiers, évidemment, de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs. On en parlait avec Stéphane Dauté cette semaine, président et cofondateur de la FinTech Odonatech, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse sur Be Smart for Change.